Bonjour à tous. Aujourd'hui, au Brésil, on est en train de vivre littéralement un coup d'État contre le président élu, Jair Bolsonaro. Alors, ça peut paraître bizarre et évidemment, vous n'en entendez pas parler. Et on peut se demander comment c'est possible. Eh bien, tout simplement, depuis que Bolsonaro a été élu, à la surprise de tout le monde, c'est surtout à la surprise de l'establishment et de tous les médias qui sont pourris jusqu'à l'os, comme en France d'ailleurs, et donc en deux mots, à la surprise de tout l'État profond, qui a été mis en place par l'extrême gauche au pouvoir depuis 20 ans au Brésil, et qui a été, d'une manière générale, après les périodes des dictatures des années 70 qui sont terminées dans les années 80, c'est la gauche et plus principalement l'extrême gauche qui a pris le pouvoir. Et d'ailleurs, ça a donné l'occasion, dans toute l'Amérique latine, à pas mal de mise en place de dictatures d'obédience marxiste. Et donc, eh bien, tout cet état profond, depuis que Bolsonaro est élu, n'a de cesse d'essayer, d'abord, et ils réussissent de lui pourrir la vie, de l'empêcher de gouverner, et surtout d'organiser une stratégie d'étranglement pour finalement arriver ou à le destituer, ou à l'empêcher de se réélire. Et dans ce cas-là, une fois que sa réélection serait impossibilisée, eh bien, on le jetterait en prison. Ni plus ni moins, c'est exactement ça le plan. Alors, évidemment, on n'est pas habitué en France à entendre ce genre de qualification de Bolsonaro et de la gauche. En général, on nous vend que Lula et toute l'extrême gauche, dit l'extrême gauche, parce que c'est réellement l'extrême gauche, c'est le communisme, c'est extraordinaire, c'est la défense de la liberté et de la démocratie, et que Bolsonaro, on vous le vend toute la journée comme un fasciste, un nazi, un dictateur, un militariste, et je ne sais quoi d'autre, voilà. Un antiféministe, un homophobe, un machiste, enfin bon, voilà. Donc, en fait, c'est pas du tout ça. La chose est si grave en ce moment qu'on assiste ni plus ni moins qu'à la montée d'une dictature communiste à la vénézuélienne. Ça en a toutes les apparences, hein, avec des procédés qui ressemblent vraiment aux purges stalinistes. Et inutile de vous dire qu'ici, l'ambiance est au pire et que nous sommes des millions à avoir très peur de ce qui va se passer. Alors, donc, évidemment, tout ce que je vous raconte, en fait, motive l'inauguration de ce petit bulletin d'information brésilien que je vais essayer de tenir au moins une fois par semaine, peut-être plus, parce qu'il y a tellement d'événements à commenter que peut-être qu'il faudra que je fasse un peu plus de vidéos pour qu'il y ait au moins un minimum de gens qui soient informés sur la réalité brésilienne, parce que le Brésil est l'objet d'une campagne mensongère scandaleuse permanente, depuis notamment que Bolsonaro est au pouvoir, c'est le cauchemar. On vous ment littéralement. Quand je dis mentir, c'est pas un petit peu, on nuance tout. Non, on ment. On raconte des choses qui ne sont pas vraies et on en omet d'autres. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça, parce que un des enjeux justement de ce qui est en train de se passer au Brésil, ça va être aussi finalement la connaissance, la réponse internationale et donc l'opinion internationale qui va entrer en jeu à un moment ou à un autre, parce qu'on est en train de rentrer dans une impasse politique, et donc fatalement, quand on entre dans une impasse politique, il se passe toujours des choses extraordinaires. Voilà. Alors, je vais essayer de vous décrire un peu la situation. Il y a quelques jours de ça, le président du Parti travailliste brésilien, Roberto Jefferson, a été emprisonné arbitrairement, sans même se voir notifié officiellement. Et comme ça a été du jour au lendemain. La police est arrivée chez lui et l'a pris et l'a emprisonné sur ordre de la plus haute institution judiciaire du Brésil, qui s'appelle le STF. Retenez bien ce sigle, STF.
qui est la plus haute institution judiciaire du Brésil et qui équivaut en France à la réunion des pouvoirs du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État et de la Haute Cour de justice qui a la possibilité de juger les gens qui sont sous immunité parlementaire. Et donc ce qu'il faut dire, c'est que ce STF, qui est vraiment d'obédience staliniste, il n'y a pas d'autre mot, hein, est, pour vous donner une idée, est élu à vie. Ce sont 11 ministres qui sont élus à vie et ils sont nommés un tour de rôle tous les 2 ans par le président de la République. Or, comme la gauche communiste a été au pouvoir depuis 20 ans, eh bien, tous ces ministres sont tous d'obédience communiste. Et donc, ce président du Parti travailliste brésilien, qui a été emprisonné, hein, a été emprisonné après avoir critiqué de manière très virulente le STF, et la raison invoquée, c'est, et par voie médiatique, je le précise, c'est qu'il représente une menace à la démocratie et aux institutions de la République, et que finalement, le fait de l'emprisonner est donc finalement un combat pour la démocratie, c'est-à-dire que c'est une inversion continuelle de la réalité, et vous allez voir, selon ce que je vais vous décrire, que c'est le parti pris. On est vraiment dans du Orwell ou dans du Aldous Huxley. Vraiment, c'est l'inversion totale, constamment, de la réalité. Et c'est vraiment l'invention, le retournement de la sémantique du langage continuel. C'est incroyable. C'est vraiment hallucinant. Et donc, depuis 3 ans, ce STF, le Suprême Tribunal Fédéral, donc, eh bien, il viole systématiquement la Constitution, outrepasse systématiquement ses pouvoirs, viole constamment la Constitution dans le sens où il crée constamment des collusions de pouvoir avec le Sénat et le Parlement. Il attaque le gouvernement de manière totalement démesurée et anticonstitutionnelle. Il ouvre des procès anticonstitutionnels. Il se porte il est juge et partie. Il ouvre des procès alors qu'il n'a pas le droit d'en ouvrir. Il fait des investigations alors qu'il n'a pas le droit et des enquêtes alors qu'il n'a pas le droit de le faire. Son rôle, c'est seulement de juger. Il outrepasse totalement ses pouvoirs et il fait une attaque continuelle. Il viole continuellement et systématiquement la liberté d'expression. Voilà. Et donc, ce qui en fait motive l'attaque au Parti travailliste brésilien, donc l'emprisonnement de son président Robert Jefferson, c'est en fait que ce parti est le parti qui s'était destiné à supporter Bolsonaro pour sa réélection de 2022, les élections de 2022, car Bolsonaro est indépendant, il n'a pas de parti. Donc, pour disputer les futures élections, il avait besoin d'un parti, et ce parti s'offrait à lui offrir son infrastructure pour qu'il puisse faire campagne. Voilà. Donc la véritable raison, c'est celle-ci, et tous les présidents de district de ce parti, il y en a à chaque État, hein, vous savez, le Brésil est un État fédéral, sont aussi sous la menace d'emprisonnement, d'accusation, enfin bon, on est dans le délire absolu. Quelques jours plus tard, après cet emprisonnement de Robert Jefferson, hein, eh bien, on a vu le STF attaquer tous les médias indépendants, la plupart sur Internet, qui représentent les idées, qui représentent le camp de Bolsonaro, qu'on appelle ici la droite conservatrice, qui est en fait ni plus ni moins qu'une droite, on va dire, souverainiste, hein, et en général d'obédience chrétienne, oui, d'obédience chrétienne, car ici, comme vous savez, le Brésil est le plus grand pays chrétien du monde, hein, et les valeurs chrétiennes sont très importantes pour les Brésiliens. Et donc, on peut dire que cette droite dite conservatrice, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, elle équivaut à ce qu'on appellerait en France le gaullisme. Voilà, c'est exactement ça, hein, c'est-à-dire souverainiste, tout à fait démocrate, plutôt social, et avec des valeurs chrétiennes. Voilà, bon.
Rien de ce qu'on vous décrit continuellement en France comme, je ne sais pas, une droite extrémiste, d'extrême droite, fasciste, avec des velléités de coup d'État, enfin bon voilà, et militariste. Rien à voir. Bon. Évidemment, on profite du fait que Bolsonaro est un ancien militaire pour faire croire que son objectif, c'est réinstaurer un régime militaire. C'est absolument faux. Voilà. Donc, on a vu hier, il y a 2 jours, commencer une campagne contre tous les médias indépendants et surtout les chaînes YouTube, toutes les plateformes Internet qui sont d'obédience de droite conservatrice. Et le STF a ordonné que toutes les plateformes soient démonétisées, c'est-à-dire qu'elles soient privées de leurs revenus. Hein. Bon, donc déjà, c'est énorme. Ils ont leur secret bancaire levé et sont tous l'objet d'une enquête de la police fédérale. Hein. Et ils ont demandé aussi à ce que l'algorithme de leur site, hein, de leur chaîne YouTube ou de leur site, soit modifié de telle sorte qu'on ne puisse plus les trouver naturellement sur Internet. Donc ça va obliger les gens qui veulent vraiment les soutenir à faire des recherches compliquées. Enfin bref, et c'est pour empêcher aussi qu'on puisse partager les liens. Voilà. Donc c'est vraiment un massacre des médias. C'est vraiment une véritable atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression. Et donc tout cela est motivé par, encore une fois, le fait qu'ils les accusent de menacer la démocratie, ils les accusent de fake news, alors que fake news n'est pas un crime dans la constitution brésilienne, et ils les accusent aussi de mettre en danger la politique sanitaire, parce que soi-disant, quand on critique la politique sanitaire, eh bien, on participe à la politique, alors je vous cite, c'est la façon dont on s'exprime ici, hein, à la politique de mort et de génocide de Bolsonaro. Voilà, voilà, on accuse Bolsonaro de génocide. Bon, voilà, vous avez une idée, ici, il y a 200 millions de gens qui ont reçu une picouse, hein, une dose de vaccin, et 50 millions qui ont 2 doses. Voilà. C'est un des pays qui est le plus vacciné du monde, si je ne me trompe pas, le 3e ou le 4e. Voilà. Donc, bon, comme génocidaire, on verra, chacun se fait son opinion. Voilà. Et donc, c'est toujours les mêmes accusations enflées, superfétatoires, absurdes, enfin qui ne correspondent absolument à rien. Et on les accuse. Alors, à chaque fois qu'il y a une accusation, il y a un procès référent. Donc, quand on menace de fake news, il y a un procès pour fake news. Quand on menace de menace à l'intégrité de la République et de la démocratie, il y a un procès. On les accuse de terrorisme digital, de formation de gangs digital, de formation d'un cabinet secret de la haine qui serait financé par des fonds publics secrets. Voilà, ce qui motive la levée du secret bancaire. Voilà. On est dans l'orchestration d'une narrative totalement délirante, mais comme c'est relié en masse par toute la presse pourrie jusqu'à l'os, comme les BFM TV en France, eh bien, tout ça a une apparence de défense du droit, de défense de la démocratie de droit. Voilà. Et donc, bon, c'est basé, c'est tout ça, l'arnaque, c'est tout le principe, c'est qu'il faut faire croire à une défense de la démocratie. Et donc, si vous critiquez le STF, eh bien, vous êtes une menace à la démocratie. C'est comme ça, c'est systématique. Maintenant, c'est devenu un principe de base. Et donc, cette réalité hallucinante que je vous décris est à comprendre de la manière la plus simple. C'est, en fait, bien que ce soit complètement surréaliste, c'est en fait une stratégie d'étouffement du gouvernement de Bolsonaro pour arriver soit à le destituer, soit à l'empêcher de se réélire, et surtout le charger de procès, de telle sorte que s'il n'était pas réélu, il serait jeté en prison. Voilà, c'est le principe de base. Et donc ça fait 3 ans que ça dure. Nous sommes donc dans une situation où une institution incarnée par 11 personnages, en l'occurrence le STF, les ministres du STF, outrepassant de forme absolument inconstitutionnelle leurs attributions, et qui pratiquent la collusion de pouvoir avec le Parlement et le Sénat,
est en train de mettre tout simplement un pays en danger, d'invalider l'exercice d'un président qui a été choisi par le peuple et finalement de décider du sort d'une nation de manière comme ça unilatérale et on va dire oligarchique, hein, dès lors que la police veut bien suivre ses ordres. Donc on est un peu dans une situation de genre-là qui est en fait hallucinante. On n'arrive pas à y croire, c'est surréaliste. Mais ce qui explique notamment la capacité de cet état profond donc, à corrompre finalement les institutions, à les retourner contre elles-mêmes, c'est que justement le Parlement et le Sénat, une grande partie de ses membres sont des gens qui ont des procès pour corruption. Et vraiment, c'est une grande partie, et les procès pour corruption qu'ils ont, ce n'est pas des petits procès. Et donc, le destin de cette élite dépend en grande partie du STF, justement, puisque c'est la plus haute institution judiciaire, et que une de ses attributions, c'est de juger les gens qui ont l'immunité parlementaire. Donc, vous comprenez ceci et expliquant cela, évidemment, on comprend comment cet état profond est capable d'agir sur des institutions et comment il peut avoir autant de puissance et autant de force. Voilà. Donc finalement, on est dans ce qu'on peut appeler une impasse politique où Bolsonaro se retrouve acculé sans recours politique pour combattre un encerclement et la fabrication de l'impuissance organisée de son gouvernement. Et c'est justement ça l'idée, c'est de le pousser dans ses ultimes retranchements, pour l'inciter à commettre une faute inconstitutionnelle. Et cette faute inconstitutionnelle, c'est le recours à l'armée, en utilisant un article qui s'appelle le numéro 142, qui selon certaines interprétations, il y a une bataille d'interprétation de ce point de vue-là, donne à l'armée un pouvoir modérateur lorsqu'un pouvoir outrepasse ses attributions, c'est-à-dire en l'occurrence là, ce serait pour destituer des ministres du STF qui sont à l'initiative de tout ce bordel et contre lequel Bolsonaro a déjà déposé une demande de destitution qui a été refusée de manière tout à fait légère et je dirais inconstitutionnelle, c'est-à-dire la collusion entre le Sénat et le STF est évidente, donc a été refusée par le président du Sénat alors qu'il aurait dû en tout cas ouvrir une investigation. Il n'a même pas ouvert l'investigation. Voilà. Donc c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est pousser Bolsonaro à la faute pour évidemment valider le portrait qu'on fait de lui depuis le début, de celui d'un fasciste, d'un naziste, d'un dictateur dangereux et d'un militariste. Évidemment, c'est ça qu'on cherche. Mais comme il n'est pas idiot, évidemment, il ne rentre pas là-dedans. Et donc, son unique solution, c'est son appui populaire, car il a un appui énorme populaire. Il peut déplacer des foules comme ça, pratiquement sur un claquement de doigts. On l'a vu organiser des réunions de motards à São Paulo. Ça a été plus de 100 000 motards qui se sont réunis simplement sur la simple annonce qu'il organisait cette réunion. En l'espace de 2 semaines plus tard, il y a eu 100 000 motards. Bolsonaro a une popularité gigantesque. Et donc là, il a convoqué une manifestation le 7 septembre, qui est le jour de la fête nationale brésilienne, l'équivalent du 14 juillet en France, et il a demandé à ce que ce soit la plus grande manifestation de l'histoire du Brésil, et que ce soit si gigantesque que le STF comprenne que le peuple est avec lui et que le peuple demande qu'on arrête d'attaquer les médias, qu'on arrête d'attaquer la liberté d'expression et que l'on destitue ces 2 ministres qui causent toute cette problématique, même si les autres en font partie. Mais enfin, il y a deux foudres de guerre là qui vraiment sèment la zizanie à un point que le pays va aller au conflit, au chaos. Enfin, voilà, c'est complètement irresponsable. Donc, le problème, c'est que après cette manifestation qui aura lieu le 7 septembre, à mon avis, ça va être gigantesque. On se demande quand même qu'est-ce qu'on peut attendre de tout ça, parce que où ça va. Et comme moi je vous ai dit, on est dans une impasse, ça ne peut déboucher que sur des problèmes, quoi. Voilà. Donc on a d'un côté une espèce de possible révolution ou de guerre civile, parce qu'il y a aussi, on ne sait pas, la gauche d'un point de vue populaire n'est pas très puissante, mais il y a quand même des milices armées, qui ont été armées par Lula, bon, voilà.
Donc on ne sait pas, tout ça, on ne sait jamais comment ça peut déraper, ou une espèce de semi-révolution, le peuple qui essaye de rentrer à un moment donné un autre dans le Congrès. Enfin bon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Bon, c'est quand même le Congrès à Brasilia. Donc Bolsonaro a convoqué la manifestation à São Paulo, justement, il n'est pas idiot, pour ne pas qu'il y ait de risque d'invasion du Congrès. Hein. Mais alors, après, si on ne sait pas ce qu'on peut faire de ça, ce que ça donnera, cette manifestation, et de l'autre, ben, on a le danger d'un coup d'État institutionnel fait par le judiciaire et puis par tout l'État profond qui a corrompu une grande partie du Parlement. Hein. Et puis de l'autre côté encore, on a la possibilité d'une intervention militaire qui, même si elle se passera dans le cadre constitutionnel de cet article numéro 142, apparaîtra en tout cas du point de vue international comme un acte antidémocratique et donc validera le portrait de fasciste, de dictateur de Bolsonaro et finira par causer des problèmes au Brésil, peut-être des sanctions. Enfin bref, voilà la situation dans laquelle on est. Donc, ben voilà, je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, vous comprenez bien que c'est une situation très compliquée. Et d'une certaine façon, elle éclaire aussi la situation française où on a un président tyran qui finalement, par les mêmes procédés de l'État profond, utilise les institutions républicaines pour les retourner contre elles, utilise la crise sanitaire pour museler le Parlement et passer outre toutes les règles parlementaires de la démocratie, gouverner à coups d'amendements. Vous savez que Macron est le gouvernement qui a le plus utilisé d'amendements dans toute l'histoire de la Ve République, et organise, par exemple, un conseil de défense secret pour prendre des décisions contre lesquelles il n'y a aucun contre-pouvoir. Bon voilà, on est donc dans un cas comme dans l'autre, on est dans un délire et on est d'une certaine façon dans une impasse politique qui fait qu'en France, on a déjà compris, la solution passe aussi par le peuple. Et donc, on est finalement, malgré les différences des situations du Brésil et de la France, on est finalement dans des processus où la clé réside quand même dans le peuple à un moment donné ou un autre. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt au prochain bulletin d'information brésilien et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.